Bonjour, moi je suis surtout venu pour discuter avec vous, donc je vais pas forcément vous parler longtemps. Je vais faire comme Geneviève, je vais dire que je vais pas parler, puis je vais parler. Il faudra m'arrêter sûrement aussi, mais donc on a parlé de vivre dans le futur. Moi j'ai tellement passé de temps à vivre dans le futur, en fait, à être projeté vers le futur, que j'ai fini par me griller les ailes. Donc c'est vrai que depuis des années, moi je dis qu'il faut se connecter, s'interconnecter, se brancher, échanger sur le net. Et je pense toujours que comme ça, on va changer le monde et qu'on va aller vers un monde justement où la liberté sera plus grande qu'elle n'était dans l'ancien monde. Et à force de me battre pour ces idées sur mon blog, sur les réseaux sociaux, ici, écrire des livres, etc., j'ai fini par, c'était l'année dernière, au mois de février, par carrément péter les plombs. Je me suis retrouvé une nuit, je me réveille à 2 heures du matin, une nuit, et j'ai l'impression que j'ai un arrêt cardiaque. Donc je suis tellement mal que ma femme téléphone aux pompiers et je me retrouve à l'hôpital sous perfusion. Et en fait, le temps d'arriver dans le camion, je me suis de nouveau bien, j'ai plus rien de bizarre. Je me dis qu'est-ce que tu fais là, c'est ridicule. Mais une fois qu'on est dans l'ambulance, on peut plus sortir. Et là, j'ai découvert que c'était fini, j'étais dans l'ambulance et je pouvais plus sortir. Et donc, une fois que je suis à l'hôpital allongé, ils me mettent sous perfusion, je peux pas dire non, je veux pas la perfusion, c'est trop tard. Ça y est, je suis un malade. Et qu'est-ce que je fais dès qu'on me laisse dans cette chambre des urgences? Isabelle, ma femme, avait mis, il faut que je dise Isa, parce que je vais me faire engueuler autrement. Si je dis ma femme, je vais me faire engueuler. Donc, Isa met dans mon sac mon portefeuille et mon téléphone. Et qu'est-ce que je fais? Mais comme je vais bien, je prends mon téléphone, c'est 2 heures du matin, et je vais voir sur mon blog ce qui se passe. Parce que c'était en pleine révolution arabe, c'était au moment où l'Égypte était en train de tomber, et j'avais écrit le matin même des articles en expliquant que c'était des révolutions pour rien. Et je me faisais insulter en me disant que je comprenais pas ce qui se passait, etc. Et donc je suis allé discuter sur les réseaux sociaux alors que j'étais à l'hôpital. Et là, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal. Si tu étais en train de mourir, est-ce que ça serait la meilleure chose à faire? Est-ce que aller sur les réseaux sociaux au moment de ta mort, c'est la meilleure chose à faire? Alors peut-être que dans 100 ans, tout le monde trouvera ça naturel de mourir sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, là, aujourd'hui, qui suis né dans le XXe siècle, je me suis dit, c'est pas normal, ça va pas. Et donc, j'ai décidé de me déconnecter d'Internet, non pas pour dire, je veux plus aller sur le net, je veux plus y aller, c'est quelque chose de mal, mais pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. D'accord? Donc c'est ce moment-là, à l'hôpital, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est une goutte d'eau, un vase qui s'est rempli au fur et à mesure. C'est le fait de se battre pour des idées qui ne progressent pas. Cette idée qu'il faut aller vers un monde, structurer un réseau plutôt qu'un pyramide, ça progresse peu à peu dans la tête des gens, mais quand on voit nos gouvernements, la plupart des entreprises, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les problèmes du monde s'aggravent. On sait qu'il faut changer de structure d'organisation de la société pour les résoudre. On est beaucoup de gens dans le monde à avoir pensé, à avoir théorisé, à avoir écrit là-dessus. Mais nos gouvernements, de la plupart des entreprises et tous les gouvernements politiques des pays, et même à toutes les échelles, petite échelle ou grande échelle, restent sur le modèle pyramidal qui ne convient pas pour régler ces problèmes. Donc on va à la catastrophe. Donc il y a aussi de quoi être découragé au bout d'un moment. Quand on voit qu'on va à la catastrophe, qu'on a les idées pour pas y aller et qu'on y va quand même, donc c'est décourageant. Donc je décide de me déconnecter. Et donc j'annonce ça sur les réseaux sociaux, tout le monde me dit qu'il n'y arrivera jamais. Et puis en fait, moi j'étais assez confiant de réussir. Et donc j'ai pris la décision de m'arrêter du 1er avril au 1er octobre. Donc ça fait 6 mois sans utiliser aucune technologie en fait moderne, on va dire, d'aujourd'hui. Et au début, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit ça va être super dur. Tu vas être super mal, parce qu'autour de moi, tout le monde disait, t'es accro à la technologie, t'es dépendant, et c'était tout le monde, ma femme, mes amis, tous les gens que je voyais, j'étais un accro. Et donc j'ai eu peur, je me suis dit, t'arrêter 6 mois, c'est le plus que tu peux faire. C'est pour ça que j'ai pas fait plus, et je me suis dit que si je faisais 3 mois, c'était un peu petit joueur. Donc je me suis mis une limite qui me paraissait un défi. Donc 6 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille de la déconnexion, il m'a pris une folie. J'avais tellement peur de me déconnecter où j'ai fait un truc un peu fou. Je l'ai même pas raconté dans mon livre parce que j'avais oublié, ça m'est revenu après. J'ai téléchargé Wikipédia sur mon ordinateur. J'ai téléchargé Wikipédia et pour pouvoir l'installer, je l'ai pas installé, mais pour pouvoir l'installer au cas où. Au cas, j'avais peur. En fait, j'étais pareil que celui qui décide d'arrêter de boire, mais qui remplit sa cave à fond, au cas où. Donc j'avais eu ce réflexe de télécharger Wikipédia. Et donc voilà à quel point j'étais intoxiqué. Mais alors ce qui est assez bizarre, c'est que le jour où j'ai arrêté, pendant 10 jours j'ai dormi. Et pourquoi j'ai dormi? Parce que je pense que cette vie en ligne, elle a des travers qu'il va falloir qu'on apprenne tous à combattre. C'est que il faut être présent tout le temps. Vous pouvez pas être en ligne de temps en temps, en gros sur les réseaux sociaux, parce que c'est le temps réel.
Donc, si vous n'existez pas, si vous communiquez pas, en gros, vous n'êtes plus là. C'est comme si un écrivain, à sa mort, on brûlait tous ses livres. C'est comme si un architecte, à sa mort, on détruisait tout ce qu'il avait construit. Donc, le net, c'est une culture du temps réel, en ce moment, hein, aujourd'hui, dans la mode des réseaux sociaux, je dis bien. Hein. Il faut être présent, et si vous n'êtes pas présent, en gros, vous n'existez plus. Et le problème, c'est que pour être présent, il faut travailler. Hein, il faut écrire des choses, il faut envoyer des messages, il faut répondre. Et ça, progressivement, ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc c'est une des causes, à mon avis, de pourquoi j'étais aussi fatigué. Mais une fois que j'ai passé ce moment de fatigue, il s'est trouvé que c'était plutôt assez facile de vivre sans Internet. C'est pas un paradoxe. Quand on a passé sa vie à vivre avec Internet, vivre sans Internet, c'est assez facile pour quelqu'un, en tout cas qui comme moi n'a pas de contraintes professionnelles, je dis bien. Et justement, comme je suis un privilégié puisque mon boulot c'est d'écrire des livres. C'est même pas d'écrire des livres. Mon boulot c'était devenu d'écrire sur Internet. Donc de donner tout, je donnais tout. Hein. Je veux dire, quand on écrit sur Internet, on passe sa vie à travailler. Et on donne à la communauté toutes les idées, tout ça. Et on le disait avec Laurent, au bout d'un moment, c'est aussi épuisant de donner et de jamais recevoir, parce que quand on donne, quoi on mange. Moi, je mange sur des réserves de travail que j'ai fait dans une autre vie. Donc, au bout d'un moment, les réserves, elles tombent, et c'est vrai qu'on commence peut-être à être angoissé de voir ça. Et donc, je me suis dit, puisque j'ai la chance encore de pouvoir m'arrêter, je vais faire ce boulot, et je vais écrire un livre pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ce travail, de s'arrêter, pour qu'ils puissent voir par quoi je vais être passé. Alors c'est un livre très intimiste, c'est pas du tout un essai par rapport à tout ce que j'ai écrit avant, où j'ai essayé de décrire ma vie presque au jour le jour, mais les discussions avec ma femme, avec mes enfants. Donc je parle vraiment de ma vie, de moi, c'est moi. Mais c'était la seule possibilité que j'avais pour parler de ce que ça voulait dire la déconnexion par rapport à la connexion, hein, parce que j'avais que moi comme objet d'étude. Et j'ai essayé de voir comment on pouvait, à travers notre époque aujourd'hui, essayer de trouver un équilibre, trouver un vrai art de vivre. Parce que je pense qu'on a inventé Internet, on parle des mérites de ces technologies pour mieux communiquer, mais personne vraiment s'est posé la question comment je fais pour mieux vivre avec ces outils. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux aujourd'hui? On ne s'est pas posé ces questions. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'il faut qu'on arrive à utiliser ces technos pas pour bosser, pour gagner plus d'argent, mais pour changer le monde et se changer soi-même de façon qu'on puisse plus être plus heureux. Donc voilà le parcours que j'ai essayé de faire. Mais je pense que le but ce soir, c'est qu'on discute ensemble des problèmes que ça peut soulever pour les uns et les autres. Ce que j'ai constaté, par exemple, c'est que on a oublié le silence. Sur le net, il n'y a pas de silence, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais. On a toujours quelque chose à lire, quelque chose à voir, quelque chose à écrire. On est en permanence dans l'action. Moi, la nuit, sur le net, je savais plus ce que c'était. Et j'ai redécouvert que quand on est déconnecté, on peut s'ennuyer à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'ennuyer? Ça veut dire laisser les idées vagabonder. Ça veut dire écouter son corps. Ça veut dire ressentir des choses physiquement beaucoup plus fortes qu'on ne peut ressentir sur le net. Donc je ne dis pas que le net n'est pas bien, mais si on y va trop et si on se laisse happer par la mode de la connexion à tout prix, on va oublier des choses qui sont fondamentales. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai raconté dans mon bouquin et c'est ce que j'aimerais qu'on discute ce soir. Alors je peux continuer si vous voulez, j'ai plein de choses à dire. Hein. Je continue ou c'est bon? J'ai encore un peu de temps. Ce qui me paraît important, c'est que je crois qu'aujourd'hui on vit vraiment une époque de transition. Alors, je suis déjà venu ici parler de ces moments que l'humanité a déjà traversé des phases de transition comme ça, où on sent bien qu'on change d'époque. Alors j'étais venu ici donner une conférence où je parlais des Grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où quand Ératosthène découvre que la Terre est sphérique, et non seulement qu'elle est sphérique, mais qui le prouve en mesurant sa circonférence, on est à un âge d'or scientifique et intellectuel, où on pense qu'on est pratiquement au bord de la Renaissance au niveau intellectuel. Mais ça va capoter. On va tomber dans la barbarie, dans l'anarchie, l'anarchie au mauvais sens du terme. Hein. Ça va être de n'importe quoi, la consanguinité. Et puis il y a Rome qui arrive là-dessus. Donc on fait plus beaucoup de progrès intellectuels pendant très longtemps. Et il y a eu une opportunité historique de transiter vers une nouvelle époque et elle ne s'est pas effectuée. Donc je pense que nous, on est pareil à ce moment-là. On est dans cet ancien modèle plutôt pyramidal, plutôt très hiérarchisé, où il y a des gens qui s'autodésignent comme connaissant les solutions à tous les problèmes. Et on va vers un monde où les problèmes sont tellement complexes que personne ne connaît les réponses. Et donc, il faut trouver d'autres approches pour les résoudre, ces problèmes. Donc voilà, on est à la transition. Est-ce qu'on va comprendre qu'il faut changer de méthode pour résoudre les problèmes, ou est-ce qu'on va pas y arriver et est-ce qu'on va tomber dans la barbarie? Donc je pense qu'on est là. Et l'intérêt de se déconnecter, c'est que quand on se déconnecte, on voyage dans le temps en fait.
Je l'ai ressenti très fortement, ça. C'est qu'on revient à l'époque d'avant. On revient à l'époque d'avant Internet. Je me suis remis à lire des livres du début à la fin, ce que je ne faisais plus jamais alors que j'écris des livres, c'est un paradoxe. Mais on va en arrière, on revient en arrière, on revient dans l'époque justement où c'était tout pyramidal, où les gens avaient les réponses, et on peut se rapproprier les valeurs, relire des classiques, relire des textes fondamentaux, ou aller voir des musées, des choses comme ça. Et puis, quand on revient en ligne, on peut prendre ce bagage pour essayer de le mixer avec la nouvelle culture d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut essayer de se transformer en passeur, hein, de basculer d'une époque à l'autre pour essayer de résoudre, de trouver les clés pour faire comprendre aux gens qui ne veulent pas aller naturellement dans la nouvelle époque, pour essayer de trouver les mots, en revenant vers eux, trouver les mots pour essayer de leur faire comprendre pourquoi il faut aller vers une nouvelle époque. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert. J'ai découvert aussi que la dictature du temps réel à laquelle les réseaux sociaux nous soumettent, en plus de nous épuiser physiquement, elles nous font perdre totalement le sens du corps. On oublie qu'on a un corps. Alors ça, c'est les femmes de mon entourage qui me semblent, qui m'ont martelé cette idée. Et je pense que pour les femmes qui ont eu des enfants, etc., c'est peut-être plus naturel de penser au corps qu'un homme. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais en ligne, j'étais totalement dans l'esprit, en fait. Je ne dis pas le virtuel, mais c'était dans le monde des idées. C'était les idées qui passaient. Le corps n'avait plus d'importance et le temps n'avait plus d'importance, puisque c'était toujours, la présence en ligne était permanente. En fait, il n'y avait pas de moment de vide, d'absence, de trou pour que le mouvement puisse se créer. Et donc, dans cette phase de vie, en fait, le corps disparaît. On a une vie bizarre où il n'y a plus de corps. Le corps nous parle plus. C'est-à-dire que quand j'allais continuer à faire du sport, mais c'était tout par nécessité. Il n'y avait plus de fortes sensations physiques. Et c'est bizarre que qu'en se débranchant, le corps d'un seul coup se remette à parler et à dire j'existe. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont surprenantes. Je n'avais pas du tout pensé que me déconnecter m'amènerait à me dire t'as un corps. Non, mais surtout, ce que j'avais pas vu, c'est que en restant connecté en permanence, j'avais plus de corps. Donc je ne sais pas quel est votre niveau de connexion, on pourra en parler, mais il me semble dangereux d'arriver à ce moment-là où on oublie qu'on a un corps, parce qu'on a toujours un corps aujourd'hui. Il faut toujours manger, on est toujours mortel. Donc si on commence à oublier qu'on a un corps, on va se mettre à penser une société qui n'est pas faite pour des êtres humains. Donc, et c'est un gros problème, ça. Si on pense à être trop en ligne, on crée une société qui n'est pas pour les êtres humains, c'est grave. Et ça, je pense que beaucoup d'entreprises sont en train de créer des modèles qui ne sont pas faits pour les êtres humains. Il y a une anecdote, je finis avec ça. Une anecdote, à la fin de mon livre, j'ai tenu à ce qui est un générique. Au cinéma, il y a toujours un générique. On sait que tous les gens qui ont travaillé dans un film. Dans un livre, vous n'avez jamais vu ça. En général, il y a l'auteur, et le nom de l'éditeur, et c'est tout. Parfois, il y a le nom de l'éditeur qui a bossé avec l'auteur. Mais en vérité, c'est qu'un livre, c'est un travail collectif. Il y a un auteur, parfois il y en a plusieurs, il y a des correcteurs, il y a des maquettistes, il y a des graphistes, il y a des commerciaux, etc. Et donc moi je me suis dit, pour bien faire comprendre qu'il n'y a rien qu'on fait seul dans la vie, en fait, que ce soit sur le net ou ailleurs, je vais mettre un générique à la fin où je vais mettre les noms de tout le monde. Et quand la fille qui faisait la maquette, elle est arrivée à devoir mettre son nom, elle a mis le nom de son entreprise. Et alors là, j'ai dû me battre pour lui dire qu'il fallait que ce soit son nom à elle qui figure dans ce générique, parce que ce n'était pas son entreprise qui faisait le boulot. Elle le faisait grâce à son entreprise, mais c'est elle qui faisait le boulot. Et là, on voit bien qu'on est dans un système où on a nié l'être humain, c'est les entreprises et plus les hommes. Et sur le réseau, on risque de tomber dans le même piège, à force d'avoir que des esprits. On a des esprits et plus des hommes. Donc voilà, donc c'est des petits dangers que moi qui ai toujours été un prosélyte de la connexion, j'ai vu des dangers. Je ne pense pas que je remets en cause aucune des idées que j'avais avant, mais je pense qu'il faut être très vigilant quand on se lance à utiliser les outils qu'on nous propose aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que ces outils sont créés par des entreprises qui ont des buts de nous fidéliser et nous rendre un peu addicts. Parce que si vous êtes addict à Facebook, vous êtes un super client pour Facebook. Et pareil pour Twitter, et pareil pour la plupart de ces outils-là. Donc toute la logique de ces outils est faite pour nous attacher à eux. Alors que le but, pour moi, d'Internet, c'est de nous libérer. Donc voilà, et là on revient à cette notion de lien. Il y a du lien qui nous attache et il y a du lien qui nous libère. Moi je pense qu'un lien qui nous libère, c'est un lien qui introduit de la complexité dans le monde. C'est un lien qui va introduire de la diversité, qui va empêcher aux gens qui cherchent à contrôler, à réussir à contrôler, parce que ça devient trop compliqué.
Mais si on s'attache à des outils, si on va tous les jours à la même heure sur Facebook, si on va que sur Facebook pour voir le net, là on n'est plus libre, on devient prisonnier. Donc je pense qu'il faut apprendre à renverser la logique, c'est-à-dire à renvoyer en fait, faire comme les judokas, hein, renvoyer la force de ces outils pour en prendre la mesure. Parce qu'aujourd'hui, souvent, la plupart des gens, ils sont utilisés par ces outils, ils mangent des publicités, comme à la télé, pareil, plutôt qu'ils ne les utilisent. Donc il faut grandir avec ces outils. Voilà. Bon, alors j'ai essayé de raconter ma vie pour essayer d'aider quelques personnes à grandir avec les nouvelles techno. Voilà.